Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Ouverture du dialogue national inclusif souverain au Tchad ce samedi 20 août. Pendant 3 semaines, opposition civile, militaire et junte au pouvoir échangeront avec l'objectif d'organiser des élections au terme de la transition. Une partie de l'opposition a décidé de boycotter ces pourparlers. Le Bénin connaîtra ses prochaines élections législatives le 8 janvier 2023. À 5 mois de ces scrutins, les alliances politiques se font et se défont. Pouvoir comme opposition quadrille dès à présent le terrain pour convaincre les électeurs. En jeu, le renouvellement de 109 sièges à l'Assemblée nationale. Et 1 an après le lancement du guichet numérique de l'investissement, l'Agence nationale de promotion des investissements du Gabon semble satisfaite. Près de 10 000 entreprises ont été créées entre juin 2020 et juin 2021 grâce à la digitalisation des procédures qui permet la création d'entreprises en ligne. Et tout d'abord, en Sierra Leone, un dialogue national s'est ouvert à l'initiative du président Julius Maada Bio, 10 jours après les émeutes meurtrières qui ont coûté la vie à au moins 6 personnes. Le chef de l'État a rencontré le 18 août plusieurs chefs religieux ainsi que des membres de la société civile. Le but de cette démarche, tenter de comprendre les raisons à l'origine des manifestations contre la vie chère du 10 août dernier, ainsi que leurs conséquences. L'une d'entre elles étant l'arrestation massive de plusieurs manifestants, parmi lesquels se trouveraient des enfants selon plusieurs ONG. Rappelons qu'au lendemain de ces troubles, le président sierra-léonais accusait l'opposition d'avoir voulu renverser le gouvernement. C'est ce samedi 20 août que s'est ouvert le dialogue national inclusif souverain au Tchad après plusieurs reports. L'opposition civile, militaire et la junte au pouvoir sont réunis pour 3 semaines de négociations avec l'objectif de tourner la page de la transition et de permettre l'organisation d'élections libres et démocratiques. Le président de la transition, Mahamat Idriss Déby, s'est exprimé à l'occasion de l'ouverture des travaux de ce dialogue et a lancé un appel à la responsabilité de chacun pour déterminer un nouveau contrat social. Écoutons-le. Au regard des enjeux et des espoirs entourant ce dialogue, chacun et chacune de nous doit prendre la pleine mesure de la responsabilité qui est la sienne devant Dieu, devant l'histoire et devant la nation tout entière. C'est une immense responsabilité historique pour laquelle nous n'avons que 2 choix, l'assumer ou la trahir. Mesdames, Messieurs, distingués participants, mes chers compatriotes, en cette circonstance historique marquant l'ouverture solennelle des assises du dialogue national inclusif et souverain, j'ai une pensée pieuse pour tous les martyrs qui se sont sacrifiés pour la cause nationale. Je vous invite tous à avoir foi en l'avenir de notre pays en nous engageant résolument pour un nouveau contrat social dont vous aurez la charge de déterminer le contour. Ce nouveau contrat social qui sera proposé à notre peuple au sortir de ces assises devra avoir pour socle la justice sociale, l'amour du prochain et l'acceptation de l'autre dans sa différence. Cette cérémonie officielle de l'ouverture des travaux du dialogue national souverain au Tchad a aussi connu la participation du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Celui-ci a encouragé la tenue de ce dialogue tout en déplorant l'absence de certains belligérants qui ont choisi de boycotter ces pourparlers. Écoutons un extrait de son discours. Je viens aujourd'hui vous apporter les salutations fraternelles et les souhaits de l'Union africaine pour un succès éclatant de vos assises. L'espoir de toute l'Afrique
et de vous voir enfin sortis de votre sempiternelle crise, des risques de fragmentation et de misère politique, économique, sociale, morale, culturelle et intellectuelle. Le pré-dialogue que l'État de Qatar a si généreusement abrité et facilité, avec une louable patience, fut une remarquable contribution pour préparer vos assises d'aujourd'hui. Cependant, je ne peux que regretter ici l'absence à ces assises de plusieurs acteurs politiques, sociaux et politico-militaires. L'Union africaine n'insistera jamais assez sur le caractère inclusif et consensuel du processus de transition au Tchad. En marge du dialogue national inclusif souverain, les nouvelles autorités tchadiennes continuent de promouvoir la cohabitation pacifique, une initiative entamée depuis quelques semaines pour immortaliser les noms et l'histoire des grands hommes du pays. L'ancien ministre Abbas Koti Yacoub a été honoré. Une avenue porte désormais son nom. Reportage de notre correspondant au Tchad, Mahamat Ramadan. Connu pour sa bravoure au combat et sa capacité de meneur d'hommes, le colonel Abbas Koti Yacoub était un militaire de carrière qui a consacré sa vie pour la défense de sa patrie. Officier de conviction, il a refusé de s'associer à la répression menée par le régime de Hissène Habré contre les civils en 1989. Il regagne alors la rébellion pour fonder avec son ami Idriss Déby le mouvement patriotique du salut qui a pris le pouvoir en 1990 et instaure la démocratie du Tchad. Chef d'état-major du mouvement patriotique du salut, où il fut un élément majeur à la réussite du mouvement jusqu'à la prise de N'Djamena le 1er décembre 1990. Sans doute, il a contribué à l'instauration de la paix et de la démocratie au Tchad par son engagement. Abbas Koti Yacoub était un officier patriote et révolutionnaire qui avait à cœur la souveraineté et l'émancipation de son peuple. Après la libération de son pays, il a entamé la réforme de l'armée pour la rendre professionnelle et républicaine malgré la réticence et la méfiance de certains de ses proches. Pour immortaliser son sacrifice au profit de la démocratie, les autorités de la transition ont baptisé l'une des grandes avenues de la capitale, N'Djamena, en son nom. C'était un homme conçu pour être un chef. Il aimait commander, animer pendant les réunions, s'investissait pour les besoins des autres. Casco ne s'attrape jamais, mais n'aime pas qu'on se moque de lui. Il avait le charisme d'un vrai meneur d'homme, d'un officier dynamique, d'un tempérament calme, mesuré, très courtois. Il avait le sens de l'organisation. Pour rappel, Abbas Koti Yacoub s'est fait également remarquer lors des agressions libyennes en 1978, où il a été l'un des acteurs majeurs qui ont planifié la libération du territoire tchadien. Très honoré au sein de l'armée tchadienne, ses stratégies militaires sont enseignées dans plusieurs académies militaires. Également dans l'actualité, les plus de 14 millions d'électeurs angolais inscrits sur les listes électorales seront appelés aux urnes le 24 août dans le cadre des élections générales, législatives et présidentielles indirectes. Les députés élus éliront à leur tour le numéro 1 de la liste majoritaire à la présidence. Pour ces scrutins, les deux partis historiques s'opposent. L'opposition a décidé de faire bloc derrière l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, UNITA, de l'opposant Adalberto Costa Junior, pour contrer le président sortant, João Lourenço, candidat du parti du mouvement populaire de libération de l'Angola, MPLA, au pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1975. Les prochaines élections législatives se tiendront le 8 janvier 2023 au Bénin et à 5 mois de ces échéances électorales, les alliances politiques se font et se défont. La mouvance présidentielle et l'opposition sont déjà sur le terrain pour tenter de convaincre les électeurs. En jeu, l'élection de 109 députés, car il faut rappeler que depuis les réformes électorales de 2019, le nombre de députés a augmenté. Il est passé de 83 à 109. Plus de détails avec Cheikh Omar Kamara.
La pré-campagne pour les 9e élections législatives au Bénin bat son plein actuellement dans le pays en attendant son ouverture officielle. Cette consultation électorale qui se tiendra officiellement le dimanche 8 janvier 2023 et qui conduira à l'élection de 109 députés attire déjà l'attention des formations politiques tant de la mouvance au pouvoir que de l'opposition. Ainsi, la coordination politique du plus grand parti de la mouvance au pouvoir, l'Union progressiste, après avoir signé samedi 13 août 2022 un protocole d'alliance avec le Parti du Renouveau démocratique proche du pouvoir, fait une tournée nationale. Au Bénin, les jeux d'alliance qui s'observent actuellement sont des phénomènes révélateurs des frémissements qui se ressentent actuellement au sein des partis politiques. Cela aussi participe à une logique d'extension d'une certaine influence territoriale ou encore d'une quête de l'enracinement d'un ancrage politique. En dehors des formations politiques soutenant les actions du président Patrice Talon, les partis de l'opposition, notamment les démocrates, absents des dernières élections législatives, quadrillent aussi le terrain en vue de mobiliser leur base. Le fait que l'opposition a été absente du Parlement depuis 2019, cette absence est un signe de fragilisation des bases de la popularité aussi de l'opposition. D'après le nouveau code électoral en vigueur au Bénin, les députés de l'Assemblée nationale sont élus au suffrage universel direct au scrutin de liste à la représentation proportionnelle pour un mandat de 5 ans dans 24 circonscriptions correspondant aux limites des départements. Le scrutin du 8 janvier 2023 devrait aboutir à l'élection de 109 députés, dont 24 femmes au moins pour le compte de la 9e législature. La communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, rejette la loi votée par le Congrès américain qui prévoit de sanctionner les pays africains amis de la Russie, pays visés par des sanctions internationales suite à son invasion en Ukraine. Réunis les 17 et 18 août à l'occasion du 42e sommet de l'organisation sous-régionale, les pays membres de la SADC ont invoqué le principe de non-alignement et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le point avec Nathalie Mo. La communauté de développement de l'Afrique australe SADC s'est opposée à la loi du Congrès américain prévoyant des sanctions contre les pays qui maintiennent leurs échanges commerciaux avec la Russie. Le 17 août 2022, lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement, le bloc régional a reproché au Congrès américain de vouloir exercer des pressions sur ses pays membres. Le Mozambique, particulièrement visé, affiche un volume annuel de transactions économiques avec la Russie estimé à plus de 100 millions de dollars. Ce qui se passe en Europe ne doit pas diviser l'Afrique. Nous ne devrions pas être supervisés par des puissances étrangères. Nous devons être solides et rester nous-mêmes et respecter les principes de nos pères fondateurs de la région. Interrogés sur leur position vis-à-vis des sanctions contre la Russie impliquée dans une guerre contre l'Ukraine, les pays de la SADC ont invoqué le principe de non-alignement non négociable. Pour eux, les sanctions contre les pays qui coopèrent avec la Russie représentent un véritable recul historique. La communauté de développement de l'Afrique australe importe environ 80% de ses engrais de Russie. Nous devrions aborder la question de la sécurité alimentaire dans la région. Dans la plupart de nos États membres, les moyens manquent pour se concentrer sur la production agricole. La SADC juge les menaces de sanctions américaines contraires aux droits des peuples à disposer d'eux-mêmes et au principe de la coopération internationale entre les États inscrits dans la Charte des Nations Unies. Les pays membres de l'organisation régionale ont chargé le nouveau président en exercice par intérim, Félix Tshisekedi, d'inscrire le sujet lors de la prochaine session de l'Union africaine. Le Gabon s'appuie sur le numérique pour accélérer la transformation de son économie et cela passe notamment par la digitalisation des procédures à travers le guichet numérique de l'investissement pour la création d'entreprises en ligne, un service lancé en juin 2020 en vue d'améliorer le climat des affaires. Les précisions de Joël Ballot.
La situation économique du Gabon est essentiellement tributaire de l'investissement du secteur privé, comme l'indique Ghislain Mwanzamboma, directeur général de l'Agence nationale de promotion des investissements. Dans sa politique d'appui à l'entrepreneuriat, l'ANPI Gabon a permis de faciliter la formalisation des entreprises à travers le guichet numérique de l'investissement. Entre juin 2020 et juin 2021, près de 10 000 entreprises privées voient le jour grâce à la digitalisation des procédures. Le Gabon a déployé depuis juin 2020 la digitalisation, c'est-à-dire le processus de création d'entreprises en ligne, ce qui n'était pas le cas. C'est le premier pays en Afrique centrale à avoir atteint cet objectif. Et donc aujourd'hui, il n'est plus question d'arriver à l'Agence nationale de promotion des investissements si on veut formaliser son entreprise. De là où on est, on peut directement formaliser son entreprise de bout en bout sur l'ensemble du processus. Selon les données de l'Agence nationale de promotion des investissements, 60% des entreprises créées ont pour titulaires des Gabonais. L'effectivité du guichet numérique de l'investissement a non seulement relevé l'appui à l'entrepreneuriat, réduit les délais de création des entreprises, le contact physique entre les usagers et la corruption. Habituellement, nous étions sur des moyennes à peu près de 7 000 entreprises par an. Sur l'année période 2020, juin 2020, juin 2021, nous étions à peu de 10 000 entreprises créées. Dans cette répartition, plus de 30%, c'est essentiellement les femmes. Donc on voit bien comment les femmes s'impliquent de plus en plus dans l'initiative privée. Et le reste, la majorité des entreprises créées, c'est essentiellement les jeunes. Avec pour mission régalienne la création d'entreprises, la promotion des investissements et des exportations, la facilitation du dialogue public-privé, l'ANPI a réussi à impulser l'entrepreneuriat au Gabon. Aujourd'hui, le numérique se présente comme l'un des secteurs les plus dynamiques de l'économie gabonaise. Dans le reste de l'actualité, en République démocratique du Congo, les autorités ont annoncé la mort d'un cas suspect de la maladie à virus Ebola à Beni, dans l'est du pays, où des récentes épidémies ont déjà fait plus de 2000 morts. Les analyses sont en cours et en attendant les résultats, les autorités assurent avoir entrepris des actions urgentes et appellent la population à la plus grande prudence. Si ce cas se confirme, il s'agira de la 15e épidémie de la maladie à virus Ebola dans le pays. Une résurgence près de 2 mois après la fin de la 14e épidémie annoncée le 4 juillet 2022. Notons qu'elle survient alors que la maladie a désormais un traitement officiel. L'Organisation mondiale de la santé a pour la première fois recommandé ce vendredi 2 médicaments susceptibles de réduire la mortalité liée à la fièvre hémorragique. Il s'agit du MAB 114 et REGN EB3. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.